Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous. Nous sommes tous des migrants, ou du moins des descendants de migrants. Aujourd'hui, près de 250 millions de personnes vivent dans un autre pays que celui de leur naissance, dont 70 millions de réfugiés. Ce phénomène, s'il est actuel, n'est pas nouveau. Depuis la grande histoire humaine, les grandes migrations ont permis des rencontres, des échanges, mais aussi des mariages et la conquête de territoires lointains. Un récent numéro du National Geographic consacré aux migrants nous a inspiré cette émission à Je vote pour la science. L'Homo sapiens est une espèce migratrice. Nos lointains ancêtres sont partis de la vallée du Grand Rift en Afrique pour coloniser la planète et nous rêvons même aujourd'hui d'aller au-delà de la Lune, de coloniser Mars. Cette migration entamée il y a 60 000 ans en Afrique se poursuit aujourd'hui sous la contrainte économique, les aléas du climat, les guerres, mais aussi volontairement pour améliorer nos conditions de vie. La question des migrants est d'actualité. Elle a été abordée en campagne électorale par certains candidats. Le Canada ouvre-t-il assez sa porte aux migrants ? Faut-il un test de valeurs québécoises à ceux désirant s'installer au Québec, comme le proposait la CAQ ? Et qu'en est-il des réfugiés ? À l'heure où les changements climatiques, les conflits et la mondialisation accélèrent l'immigration, qui sont ces migrants qui viennent frapper à la porte du Québec et ces Québécois nés ailleurs qui forment avec nous une grande famille recomposée? Pour le savoir, restez avec nous. Cette semaine, à Je vote pour la science, nous parlons d'un monde en mouvement depuis ses origines à aujourd'hui pour parler de migration, de territoire, d'appartenance. Je suis en compagnie de Marianne Marilou Leclerc. Vous êtes archéologue, l'été au Parc national du lac Témiscouata dans le Bas-Saint-Laurent et le reste de l'année pour d'autres firmes en archéologie, je pense. Oui, bon. Bonjour. Bonjour. Vous avez travaillé pour la réserve d'archéologie de la ville de Montréal. Vous donnez des cours à l'université du 3e âge et des conférences comme prochainement aux Belles Soirées de l'Université de Montréal. 3 conférences sur l'archéologie préhistorique québécoise, c'est ça? Oui, c'est bien ça, oui. Je suis aussi en compagnie de Marina Doucerin, professeure adjointe en psychologie sociale et culturelle à l'Université du Québec à Montréal, à l'UQAM. Bonjour. Bonjour. Vous dirigez le laboratoire de recherche culture, identité et langue. On va mettre le lien dans la page de l'émission. Vos travaux de recherche portent sur les mécanismes sociaux qui aident les gens à bien fonctionner dans un nouveau groupe social ou culturel, les changements que vivent les immigrants lorsqu'ils s'établissent dans une nouvelle société. C'est bien ça? C'est ça. Et nous sommes aussi en compagnie de Marie-Claude Hintz. Vous êtes anthropologue, chercheuse invitée au département d'anthropologie de l'Université de Montréal. Vous êtes aussi coordinatrice du Conseil interculturel de la ville de Montréal. Vous vous intéressez aux questions liées à la migration, à sa gestion politique institutionnelle et à l'intégration et l'exclusion et aux discriminations. C'est bien ça? Tout à fait, merci. Donc bon, bienvenue à toutes les 3. Nous opposons parfois les natifs aux migrants pour parler de culture, d'appartenance ou de peuple. Pourtant, l'Homo sapiens est une espèce migratrice. Depuis les tout débuts, il colonise la Terre et migre sous la pression des catastrophes naturelles, des guerres, mais aussi dans l'espoir de bâtir une vie meilleure. Pour commencer, j'aimerais creuser avec vous qui sont ces actuels immigrants qui viennent frapper à la porte du Québec et ces Québécois nés ailleurs qui forment avec nous une grande famille recomposée. Professeur Doucerin. Mais on a une grande diversité d'immigrants avec des vagues qui suivent un petit peu les événements géopolitiques à travers le monde. Donc c'est vrai qu'on a présentement toutes sortes de violences, de guerres, etc. à travers le monde qui poussent les gens à chercher un endroit plus sécure. Il y a aussi beaucoup de monde qui viennent pour un rêve d'un endroit meilleur et en particulier pour leurs enfants. Souvent, on oublie un petit peu ça, mais il y a beaucoup de choses que les migrants vont faire, pas tant pour eux-mêmes, mais pour la génération future. Et un phénomène qui, je pense, est en train de s'esquisser, pour lequel on n'a pas encore beaucoup de données, c'est les phénomènes migratoires dus au changement climatique. C'est quelque chose j'entends parmi mes participants, par exemple des gens qui viennent de pays très pollués comme la Chine, ou parfois de dire non, je n'élèverai pas mes enfants dans un environnement pareil. Donc je pense que ça c'est aussi une nouvelle tendance qui est en train de se développer.
Professeur Hins, la nouvelle famille recomposée québécoise, quelle est-elle? Mais en fait, si on parle de statut migratoire, donc il faut savoir qu'au Québec, les immigrants ne forment pas un bloc homogène. Donc, on peut avoir justement, on parlait de familles qui viennent, mais on a des travailleurs qualifiés, des investisseurs, on a aussi des travailleurs temporaires de plus en plus. Donc, il faut savoir qu'au Canada, depuis le milieu des années 2000, on a une augmentation significative du nombre de résidents temporaires, dont des travailleurs migrants saisonniers. Mais aussi des étudiants étrangers. Donc, on oublie souvent cette catégorie migratoire. Donc, les étudiants étrangers qui forment une bonne partie aussi de la population des migrants temporaires, qui sont plus nombreux, en fait, que les migrants permanents. À cela s'ajoute, on l'a vu aussi, des réfugiés que le Canada accueille en raison de sa tradition humanitaire. On n'a qu'à penser aux réfugiés syriens plus récemment que le Canada a accueilli. Donc, voilà, donc c'est assez varié, je vous dirais, les profils migratoires des migrants qui sont sur le territoire québécois et canadien. Madame Leclerc, on oublie aussi qu'avant nous, il y en avait d'autres. Les premiers peuples étaient déjà là. Les premiers peuples étaient déjà là, mais ils ont été aussi des migrants au départ parce qu'ils sont arrivés beaucoup... au départ, l'Amérique n'était pas colonisée, donc ils sont arrivés aussi... par d'autres voies, puis ils sont arrivés en premier, mais ils sont là depuis longtemps, mais sont aussi des immigrants. Oui, et on peut être aussi l'immigrant nous-mêmes d'autres. Donc, je vais rester avec vous. L'Homo sapiens est une espèce migratrice. D'ailleurs, les grandes migrations concernent toute l'histoire et la préhistoire du Québec au Canada. Les peuples qui occupent présentement les territoires sont tous issus de l'immigration, vous l'avez rappelé. Donc, lorsqu'on parle de migration, il faut prendre du recul et se dire que nous sommes tous venus d'ailleurs, n'est-ce pas? Oui, c'est sûr qu'on peut retourner de loin, puis on vient de quelque part quand même, puis on peut aller jusqu'en Afrique pour avoir un bassin, mais après ça, l'Homo sapiens s'est développé un peu partout dans le monde, puis a migré dans toutes les régions. Après ça, ensuite l'Europe, l'Asie, et ensuite de ça, il est venu en Amérique. Donc, ça date dans l'Amérique d'il y a 15 000 ans au minimum. Donc, les nouveaux groupes sont arrivés à cette époque-là, puis ensuite de ça, au Québec, ça date de 12 000 ans. Mais oui, on vient tous d'un groupe qui a migré éventuellement, surtout l'Amérique, parce que c'est un des derniers continents qui a eu des populations dessus. Oui. Professeur Doucerin, un de vos intérêts de recherche sont les relations intergroupes et les différences culturelles. Comment les personnes issues de cultures différentes entrent-elles en relation? Comment on rentre en relation? La plupart du temps, ça va être du contact un à un. Donc, juste des interactions sociales avec quelqu'un d'un autre groupe. Il y a des freins à ces interactions-là. Il y a ce qu'on appelle de l'anxiété intergroupe. Donc, en général, quand on aborde quelqu'un dont on perçoit que ça fait partie d'un groupe social différent, la plupart du temps, il y a un mouvement de méconnaissance, et donc on ressent un petit peu cette anxiété. Et donc, pour certaines personnes, ça va être d'aller au-delà de cette anxiété et puis commencer à établir un contact. Et c'est ça qui va nous permettre de faire des ponts, et puis aussi tranquillement de changer un petit peu notre perception de l'autre groupe, parce qu'en fait, souvent ce qui se passe, c'est qu'on a une idée on peut avoir une idée assez stéréotypée de l'autre, de qu'est-ce qu'il est, comment il doit réagir, etc. Et donc, c'est petit à petit un contact un à un que ça va nous permettre de changer ça. Est-ce que les Québécois sont accueillants? C'est une question difficile. La manière dont je vais vous répondre, c'est pas mon opinion personnelle, parce que ça, c'est pas ce qui est important, mais des résultats de données que j'ai pu avoir d'études auprès d'immigrants. Donc, je vais répondre de manière un peu détournée. J'avais une étude avec des immigrants russes et je leur posais des questions sur leur réseau social. Donc, qui fait partie de leur réseau social et quelle est la culture des différentes personnes dans ce réseau-là. Et en fait, je leur demandais aussi depuis quand est-ce que vous êtes amis avec ces gens-là. Et ça m'a permis de tracer un petit peu au cours de leurs années le développement de leur réseau social. Donc, dans un premier temps, après l'immigration, comme on peut s'y attendre, enfin, en tout cas, c'est pas surprenant, il y a principalement des gens de leur culture d'origine. Dans un deuxième temps, le réseau il s'élargit, puis il va commencer à inclure des immigrants d'autres origines. Donc, ce groupe, des gens qui vivent un petit peu la même chose, mais qui font partie qui ont d'autres bagages culturels.
Dans un troisième temps, au Québec, ce qu'on voit apparaître comme dans ce réseau social, c'est les Canadiens anglophones, Québécois anglophones, en tout cas, les anglophones. Et dans un dernier temps, les Québécois francophones. Pour toutes sortes de raisons. Et disons que ce que j'ai entendu aussi beaucoup de mes participants, c'est un grand désir de s'intégrer dans la société québécoise, de former des liens avec disons, entre guillemets, les Québécois de souche, mais beaucoup de difficultés à le faire. Donc, est-ce que ça veut dire que les Québécois ne sont pas accueillants? Non, pas forcément. Il y a peut-être cette anxiété intergroupe dont je parlais, mais en tout cas, j'ai beaucoup entendu un désir d'intégration, mais de la difficulté à le faire. Donc, ça va être ma réponse à cette question. Professeur Hens, vous vous intéressez à la gestion politique institutionnelle de l'immigration. Comment facilite-t-on, du point de vue des politiques, le vivre ensemble? Mais en fait, il faut voir que les États cherchent d'abord et avant tout à contrôler l'immigration. Donc, on parle surtout de contrôle migratoire. C'est leur responsabilité, ça fait partie de leur prérogative. Donc, les États cherchent d'abord et avant tout à savoir qui va venir. Donc, au Québec et au Canada, on a opté pour un système de points pour choisir certains profils, en particulier des gens donc qui vont être capables de s'intégrer économiquement rapidement, donc d'occuper un emploi. Donc, c'est la plus grande partie, je vous dirais, la plus grande responsabilité des États, c'est le contrôle migratoire. Mais il y a aussi l'accueil, donc on vient d'en parler, la question de l'accueil. Je vous dirais que depuis le début des années 2000, le Québec s'est déresponsabilisé en la matière, donc a confié cette partie du processus migratoire, soit l'accueil et l'intégration des immigrants, à des groupes communautaires, des organismes communautaires. Donc, quand on parle de francisation, quand on parle d'insertion socio-économique, cette responsabilité-là incombe maintenant aux partenaires du gouvernement québécois et qui ont, eux, la responsabilité de justement s'assurer que les migrants sont bien accueillis et qu'ils puissent trouver leur place au sein de la société québécoise. Donc, je vous dirais que cette partie-là, les États s'en occupent de moins en moins. Donc, comment on favorise le mieux vivre ensemble, bien, c'est surtout par l'élaboration de politiques. Mais les politiques, on le voit aujourd'hui, ne sont pas à même d'assurer une cohésion sociale, un vivre ensemble qui est toujours harmonieux. On le voit avec la montée des populismes, notamment. Donc, on voit que les États peinent à assurer une cohésion sociale harmonieuse. Et on le voit tantôt, vous parliez de l'opposition entre natifs et migrants qui revient, qui ressurgit dans les discours populistes notamment, mais pas seulement, mais de plus en plus au sein des populations installées au Québec, notamment au sein du groupe majoritaire. Mais cette opposition entre natifs et migrants est aussi au cœur des politiques élaborées par les États, que ce soit le multiculturalisme ou l'interculturalisme, qui s'appuie sur un droit des minorités. Donc, ce qui fait en sorte qu'on oppose majorité et minorité. Donc, cette opposition entre natifs et migrants est de plus en plus mise de l'avant par certains groupes idéologiques nationalistes, notamment. Oui. Est-ce que c'est difficile pour certains groupes d'immigrants? C'est plus difficile que pour certains autres. Parce que depuis que Montréal s'est construit, on avait la Maine, on avait les Italiens, on avait les Grecs, etc. Est-ce que maintenant, il y a des nouvelles immigrations? Est-ce que ça se passe de la même manière? Est-ce que c'est plus compliqué, professeur Doucerin? Non, c'est pas... tous les immigrants, malheureusement, ne font pas face aux mêmes défis. Ça semble en tout cas être particulièrement difficile pour les immigrants musulmans. Donc, par exemple, j'ai travaillé beaucoup avec les immigrants du Maghreb et c'est particulièrement difficile. Ils font face à quand même assez de discrimination et donc quand on leur demande de nous raconter leur parcours migratoire, leur expérience de discrimination, c'est triste à entendre. Donc, je dirais que c'est un groupe qui est particulièrement en difficulté, et aussi parce qu'il y a tous les débats autour de la question religieuse, et puis c'est le groupe qui est toujours mis de l'avant comme étant le groupe qu'on pointe du doigt, etc. À l'inverse, par contre, des immigrants qui
qui sont blancs, disons, qui ne sont pas des minorités visibles, ça va être beaucoup plus facile. On peut penser à des immigrants européens, des immigrants qui viennent des États-Unis, d'Australie, de France, qui font face à une réalité assez différente. Et puis, à l'inverse, on a aussi ce qu'on appelle des gens qui font face à des stéréotypes positifs. Par exemple, des immigrants venus d'Asie, de Chine ou du Japon, et puis qui sont toujours ce qu'on appelle les minorités modèles, dont on s'attend, eux, ils ne causent pas de troubles, en plus, ils sont bons en sciences, ils sont bons en maths, ils vont bien réussir au niveau économique. Donc, il y a une réalité qui est assez diverse dans les défis auxquels ils font face. Professeur Reims, vous êtes d'accord avec ça? Oui, en fait, fondamentalement, je pense pas qu'il y a un groupe qui s'intègre mieux qu'un autre, mais je pense que justement, il faut se rappeler que certains groupes font face à des réalités bien différentes, ont des expériences aussi différentes. Donc, si on regarde les profils migratoires aussi, le réfugié ne fera pas la même expérience que le travailleur qualifié, par exemple. Et même expérience pré-migratoire, mais aussi post-migratoire. Donc, les difficultés, les défis seront différents en fonction des profils migratoires. Et je vous dirais que aussi la société d'accueil a un grand rôle à jouer. On l'oublie souvent, mais la société d'accueil, donc, a un rôle à jouer dans ce qu'on qualifie d'intégration, ou peut-être plus dans l'insertion socio-économique des migrants qu'on accueille. Donc, je rappelle qu'on a choisi, qu'on accueille. Donc, c'est bien important de rappeler, ce sont des gens qu'on a choisi d'accueillir. Donc, je pense que le groupe, la société d'accueil a un rôle important à jouer et aussi doit aller vers l'autre. Je pense que pour favoriser la cohésion sociale, ça prend notamment une interconnaissance. Donc, ce n'est pas seulement la responsabilité des migrants que de connaître justement les codes sociaux de la société d'accueil, mais je pense que la société d'accueil doit avoir une grande curiosité aussi envers ces gens qu'on accueille, aller à la rencontre de l'autre. Je pense que c'est essentiel si on veut, dans les années à venir, avoir un vivre ensemble qui est beaucoup plus harmonieux que ce qu'on a présentement ou ce que l'avenir nous laisse présager pour l'instant. Je pense qu'il y a quelque chose qui peut être important, c'est d'instaurer aussi des lieux de rencontre, parce que on pourrait vouloir le faire, mais si on n'a pas de milieu d'activité qui nous rassemble, mais ça peut être plus difficile. Fait que la société peut essayer d'instaurer ce genre de lieu de rencontre. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Madame Leclerc, vous êtes spécialiste de la préhistoire et de l'occupation du territoire par les groupes autochtones du Québec. Lorsqu'on parle de migrants, il importe de se souvenir que les autochtones sont présents sur le territoire qui est sous nos pieds depuis au moins 500 générations. Que nous disent les traces qu'on retrouve des premiers peuples du Canada et de leur déplacement au sein de ce territoire qu'on habite? Qu'est-ce qu'on trouve comme première trace? Les premiers datent de 12 000 ans à lac mégantic. C'est les premières traces qu'on a découvertes, qui sont les groupes paléo-indiens qu'on appelle. Et on retrouve, en fait, essentiellement, c'est sûr que c'est d'une autre époque, fait qu'on c'est difficile d'en dire beaucoup sur leur migration, mais si je peux revenir juste à ce que vous avez dit tout à l'heure sur les changements climatiques, vous avez dit que c'est un contexte qui de migration qui est récent, mais en fait, non. Pour nous, aujourd'hui, oui, mais en fait, il date de plusieurs milliers d'années, que c'est souvent été la raison des déplacements, puis qui a fait que le monde entier a été occupé souvent par des changements climatiques qui ont fait en sorte que des environnements ont soit été plus chauds ou plus froids, mais qui ont amené à des environnements moins intéressants, plus hostiles pour les gens qui ont amené à se déplacer. C'est un peu le même contexte pour les groupes qui sont arrivés ici. Par contre, c'était à ce moment-là dans un contexte très, très froid, qui était plutôt vers un milieu qui se réchauffait, qui devenait de plus en plus intéressant. Et aussi, juste pour revenir un peu au sujet qu'on discutait, ces groupes-là n'ont pas eu besoin tant d'avoir le contact avec quelqu'un parce que c'était un territoire qui était inoccupé. Donc là, c'est plutôt un changement d'environnement. Ils devaient s'habituer à un nouveau contexte. Ce que les migrants d'aujourd'hui doivent faire, en plus de celui d'arriver dans un groupe d'humains qui est présent puis qui doivent s'habituer à ces contextes-là. Professeur,
Hans, dans la ville de Montréal, il y a des traces physiques des vagues d'immigration, le quartier italien, la Maine, le vieux Montréal même. Une ville, une province, un pays, ça se construit avec chaque petite pierre apportée par chaque communauté. Comment l'immigration s'inscrit-elle physiquement dans la ville et dans ses institutions? Mais écoutez, de plus en plus, on voit la toponymie de Montréal est amenée à changer pour mieux représenter sa diversité. Et on le voit, comme vous avez dit, à travers les quartiers. Donc, on voit que la Ville de Montréal fait des efforts pour valoriser sa diversité et de plus en plus. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Donc, un premier pas pour favoriser justement un meilleur vivre ensemble, c'est la reconnaissance de l'apport de la diversité, c'est de reconnaître l'autre dans sa différence. Et donc, et je pense que les villes, d'une manière plus générale, sont bien à même de faire déposer des gestes concrets pour reconnaître à travers justement la toponymie, donc en changeant des noms de rues, en donnant des noms de parcs à des personnalités marquantes pour la ville. Voilà. Oui, Madame Leclerc le soulignait tout à l'heure, ça manque des fois de lieux de rencontre. Est-ce qu'on a assez de lieux de rencontre pour les communautés, justement, pour les nouveaux arrivants et Professeur Doucerin? Je dirais que non. Pour faire écho à ce que Mme Leclerc disait tantôt, ça prend effectivement des lieux et parce que c'est quelque chose que j'entends souvent parmi les participants qui viennent à nos études, c'est l'isolation. La solitude, le besoin de rencontrer l'autre et finalement, il n'y a pas vraiment d'endroit. C'est sûr, on pourrait dire, oui, ils vont rencontrer le chauffeur de bus quand ils prennent le bus le matin, mais c'est pas vraiment un espace de socialisation très, très Ça doit ressembler à quoi? Ça doit ressembler à quoi un lieu de rencontre favorable, justement? Je dirais un endroit qui permet aux gens de parler, d'échanger. Ça serait un endroit qui serait pas trop bruyant, un endroit où on est capable de parler, surtout quand c'est notre deuxième langue. C'est difficile, juste purement au niveau cognitif, d'utiliser une deuxième langue. C'est fatigant, ça demande beaucoup d'énergie mentale. Le bruit ambiant, c'est quelque chose qui est un frein à l'utilisation d'une deuxième langue. Donc ça, c'est quelque chose. Et un lieu, juste peut-être pour faire écho à ce que disait Mme Hans tantôt sur le rôle de la société d'accueil, je suis tellement d'accord avec ça. Il y a cette expression en anglais que j'aime beaucoup, « It takes two to tango ». Et c'est absolument vrai. L'intégration, ça prend quelqu'un qui veut s'intégrer, puis ça prend quelqu'un qui intègre l'autre. Et je voudrais souligner à ce sujet un mécanisme qui marche vraiment bien, c'est cette idée de jumelage, de tous les programmes de jumelage qui peuvent exister entre sociétés d'accueil et puis personnes de la société d'accueil et d'immigrants. Et pour en revenir au lieu, ça prend des endroits pour faire ces jumelages-là. Donc des fois, ça peut se passer dans des espaces publics comme des bibliothèques, comme des centres culturels, etc. Mais là aussi, il faut que le lieu physique puisse soutenir ça. Donc, dans les bibliothèques, ça va être des endroits où on peut parler, des endroits où on peut s'asseoir ensemble autour d'une table, où on peut échanger un café, où on peut s'asseoir et prendre le temps. Une belle initiative du quartier ici, justement, j'ai adoré. Je suis allée à quelques reprises. Ils font à chaque mois un souper fait par quelqu'un de la communauté qui vient d'arriver, migrant. Donc, c'est lui qui nous prépare le repas de chez lui pour les gens du quartier qui veulent venir. Donc, je trouve ça intéressant pour lui de s'intégrer, mais de nous partager aussi sa culture. Donc, il vient ici, mais il nous partage. Puis oui, c'est un lieu de parole un peu plus intéressante autour d'un repas. Oui, restons en mode solution. Comment améliorer le vivre ensemble? Comment faciliter le processus d'immigration, professeur Hans? Mais je pense que je vais encore parler du point de vue des États. Donc, il faut se rappeler qu'en décembre 2018, les États ont signé le Pacte mondial sur l'immigration. C'est un document important parce que c'est pas un texte contraignant, donc les États n'ont pas d'obligation de mettre en œuvre l'ensemble des objectifs contenus dans ce document, mais ça dénote un changement de paradigme. Donc, on passe du contrôle migratoire à la nécessité d'accueillir et d'intégrer. Donc, on reconnaît l'importance de l'immigration. Les États reconnaissent l'importance de l'immigration, donc l'importance d'en faire plus et de faire mieux pour accueillir, soutenir et valoriser les personnes immigrantes sur les territoires étatiques. Donc,
que faire, donc comme solution concrète? Mais écoutez, je pense que on l'a dit tantôt, les États se sont beaucoup déresponsabilisés de la partie intégration, insertion socio-économique. Donc, je pense que les États doivent, d'une façon ou d'une autre, essayer de se donner les moyens de favoriser une insertion socio-économique valorisante pour les migrants. On connaît bien les problèmes ici au Québec, on les a bien notés, toute la question de la reconnaissance des diplômes, la déqualification, donc offrir des emplois à la hauteur des compétences des migrants. Donc, ça serait déjà un premier pas, si on veut. Et puis ensuite, mais on le voit que aussi les villes sont amenées à jouer des rôles de plus en plus importants dans l'accueil des migrants. Donc, peut-être que les villes seront amenées au cours des prochaines années à mettre en place toute une série d'initiatives pour assurer une cohésion sociale. Donc, peut-être qu'ils vont être amenés à jouer un rôle de plus en plus grand et à prendre de plus en plus de responsabilités et non pas que les organismes communautaires qui, comme on le sait, ont très peu de moyens aussi. Donc, je pense qu'il va falloir une concertation de l'ensemble des acteurs qui sont impliqués dans la gestion de la migration, la partie pré-migratoire, mais la partie aussi post-migratoire. Donc, je pense qu'il va falloir une concertation et que de nouveaux acteurs prennent un leadership aussi en la matière. Un mot rapide, professeur Doucerin? Oui, sur l'importance des villes, je suis tout à fait d'accord avec ça, parce que quand on parle avec l'immigration, il y a toute la question de l'appartenance, de l'identité, etc., qui se présente rapidement dans l'adaptation. Et puis, adopter, on leur pose toujours la question, adopter une identité québécoise, une identité canadienne. Enfin, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, mais souvent, quelque chose qui ressort, justement, c'est adopter une identité de la ville comme étant quelque chose qui est accessible pour un immigrant, de s'affirmer, OK, ben moi, je suis montréalaise ou je suis montréalais, puis ça va être ma manière d'appartenir ici. C'est plus accessible, c'est plus, ça va être susceptible d'être accepté par les gens autour d'eux. Et donc, je pense qu'en plus, il y a ce mécanisme psychologique d'identité commune. Donc, de trouver une identité commune, ça permet de rassembler les gens derrière un projet commun. Et donc, si les villes trouvaient un moyen de capitaliser sur ce mécanisme-là, de dire, ben, l'identité montréalaise, c'est quelque chose qui va rassembler autant des gens qui sont nés ici, qui ont leurs parents qui sont nés ici, les grands-parents, etc., que des nouveaux arrivants. Et donc, trouver un moyen d'utiliser cette espèce de front commun pour aller de l'avant, puis favoriser un vivre ensemble, je pense que c'est prometteur. Merci, on va se quitter là-dessus. Donc, merci beaucoup. On était en compagnie de Marina Doucerin, professeure adjointe en psychologie sociale et culturelle à l'Université du Québec à Montréal, de Marie-Claude Hins, anthropologue et chercheuse invitée au département d'anthropologie de l'Université de Montréal, et de Marie-Lou Leclerc, archéologue et conférencière aussi. Merci. Merci. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Forta, à la recherche, la réalisation de l'émission et au micro Isabelle Burguin. Vous désirez réécouter cette émission? Restez à l'écoute, nous avons des rediffusions tout au long de la semaine. Vous pouvez aussi l'écouter en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Et toujours, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager. À la semaine prochaine. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens.